C'est parti pour le dernier épisode de la saison 5 et pour fêter ça, j'ai voulu avoir un retour. Vous le reconnaissez sûrement. Charles Adrien, il y a 4 ans, était venu nous présenter. Qu'est-ce que tu nous avais présenté? C'était une Hermès faite par Corum. Une Hermès faite par Corum. Et là, attention, pour partir en vacances heureux, on va avoir non pas une Breguet, mais 2. Typiquement dans le style épuré d'époque vintage. Il n'a pas changé en 4 ans. Peut-être nous racontera-t-il d'autres choses. Les amis, restez avec nous. C'est de la pure passion et de l'émotion. Les fans de vintage vont être absolument fous de cet épisode et les autres vont devoir s'y mettre. Restez avec nous pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Charles-Adrien. Salut Xavier. Bienvenue pour le retour. Merci de m'accueillir une deuxième fois. Oui, alors les amis, je compte sur vous si vous avez bien remarqué. En plus, on est dans la même salle d'enregistrement qu'il y a 4 ans. On était au mois de juin 2020. Ça te fait 4 ans de plus? Ça fait 4 ans de plus. Et moi aussi, oui, et 4 ans de plus et 2 montres. Alors, qu'est-ce que tu as au poignet? Rien, parce que j'avais pas assez de poignées de libre. Elles sont là. Il y en a 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 Breguet, c'est ça, en or. Ça, c'est ton style, ça. Ouais. 2 aiguilles. 2 aiguilles. Comme la Hermès Corum. Comme la Hermès Corum et comme pas mal de monde de ma collection. Et là, on a un calendrier complet, annuel? Un triple quantième phase de lune. Donc là, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude. Ouh là là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est encanaillé en 4 ans. On démarre avec laquelle? Par ordre chronologique. Ouais, mais je sais pas laquelle c'est. La petite. Exactement. Je vais l'appeler la petite. Tiens. Non, attends, excuse-moi, c'est moi qui la garde. Tu la gardes. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une Breguet Empire. Ouais. Donc ça fait partie des débuts un peu de la montre poignet masculine chez Breguet. Et c'est vraiment typique de toute une époque pour Breguet. Je peux essayer? Je t'en prie. Je vais essayer parce que j'ai le souvenir quand même, avec l'âge, je peux commencer à perdre la boule, mais je me souviens que tu avais un petit poignet quand même. Ouais. Et là, j'ai l'impression d'avoir un truc tout... Oui, c'est une toute petite taille. Tout rikichi. Bon, écoute, on va la mettre comme ça. T'es en quel diamètre? C'est un 30 mm, il me semble. 30 mm. Alors après, le corne à corne est assez important. Ouais. Il y a une grande ouverture de cadran, donc ça paraît un peu plus grand que ça n'est vraiment. Mais malgré tout, c'est vrai que pour les standards actuels, ça reste une petite taille. Une toute petite montre. À l'époque, il y avait 2 tailles sur l'Empire. Il y avait la 10 lignes et demie, donc qui est celle-ci, avec le peseux 320. Ouais. Et après, il y avait la plus grande qui faisait grosso modo 34 mm. Ouais. Et qui était avec le peseux 260, qui est le mouvement plus noble qu'il puisse y avoir sur l'Empire, qui était un beau mouvement chronomètre. Donc voilà, c'était les 2 tailles qui étaient dispo à l'époque. Vous en souvenez? Si vous en souvenez pas, il faut revoir la vidéo en question à l'époque. Et j'imagine que tu as fini tes études d'horloger. Exactement. Voilà, d'où les termes un peu techniques, on va dire 10 lignes et demie, qui correspondent aux dimensions du mouvement. Mais Peseux, c'est un des fabricants d'ébauches historiques. C'est un des grands fabricants de mouvement. Voilà. Donc après réglé historiquement chez Breguet. Exactement. Et ils emboîtent toujours du Peseux aujourd'hui? Ils emboîtent plus de Peseux aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pour des beaux mouvements plats, précis et vraiment de belles factures. Peseux, c'était quand même une belle manufacture. Donc c'était idéal à l'époque. Tu l'as acheté il y a combien de temps, celle-ci? Celle-ci, ça doit faire un peu moins d'un mois. Un peu moins. Ah, d'accord. Mais ça veut. Attends. Donc l'autre Breguet, c'est encore plus récent. J'ai commencé par la plus compliquée. Ah, ok. Donc on a fait une chronologie inversée. Renversée. Donc ça, c'est complètement ton style. Si on devait le résumer, ton style, c'est quoi? J'aime les montres simples, discrètes et rares. Et ça, en termes de rareté, on est sur quelque chose de quand même très très rare. Parce que faut imaginer, donc celle-ci est de 1962. Ouais. Et donc c'était l'époque de la famille Brown. Il y a eu plusieurs grandes époques chez Breguet. Ça, c'est l'époque Brown.
Donc la famille Brown, c'était le chef d'atelier de chez Breguet qui a racheté à la famille Breguet fin 20e, 19e. Fin 19e, il a racheté à la famille Breguet. Et en fait, il faut imaginer que ça, à l'époque, Breguet, ils étaient Place Vendôme, c'était un petit atelier, c'était la boîte est fabriquée en France. Enfin, voilà, c'était vraiment une toute petite marque. Et dans les meilleures années, s'ils fabriquaient 100 montres, c'était exceptionnel. Donc c'est vraiment des montres qui sont rarissimes, qui sont très compliquées à trouver. J'ai cherché un petit bout de temps. Ouais. Tu voulais vraiment un petit format comme ça? Alors, 2 aiguilles, on comprend bien que c'est ton truc. Hein. Voilà, j'adore les 2 aiguilles, 3 aiguilles éventuellement, mais pas forcément au-delà. Ouais. Après, je cherchais vraiment une Empire parce que pour la rareté, pour la qualité, parce que la qualité de fabrication était juste exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le cadran, alors évidemment guilloché main, bon ça c'est un grand classique de Breguet et qui est déjà un travail très important. Mais il faut imaginer que toutes les inscriptions, les chiffres romains, la signature, etc., étaient gravés émaillés. Donc en fait, le cadran est gravé à la main et ensuite émaillé, alors avec de l'émail qui a l'air noir, mais qui en fait est bleu foncé, un bleu très foncé. Ouais. Et donc c'est complètement émaillé. Donc on voit qu'il y a un petit relief. On le voit comme ça à la loupe. Je sais pas à combien, je suis à x6 là sur celle-ci. Et si tu regardes la signature, j'ai pas mal étudié les empires. Et ce qui est génial, c'est que tu peux prendre 10 Breguet Empire, la signature est jamais la même. Parce que là, on va dire que c'est dessiné à la main. C'est vraiment gravé à la main. Ouais, parce que c'est pas. C'est pas parfait. Non, mais c'est pas étampé. Exactement, c'est vraiment gravé. Donc y a certains endroits où tu peux presque voir les coups de burin pour venir graver le cadran qui est en argent. Et typiquement sur plusieurs Breguet Empire, la gravure, même si évidemment elle suit toujours à peu près la même typographie, la gravure est jamais exactement la même. Et c'est quelque chose aussi qui est génial sur les montres de cette époque-là, c'est que même s'il y avait un catalogue avec des modèles, on pouvait modifier plein de choses. Tout customiser. Typiquement là c'est une des rares que j'ai vues avec la signature à 6h et non à midi. Oui. Donc ça c'est typique des montres de poche 19e de Breguet, d'avoir la signature comme ça à 6h. Et c'est pareil dans les plus grandes tailles, il n'y a jamais 2 montres pareilles. Les proportions, c'est pour ça que je disais environ 34 mm, c'est que par exemple elles font jamais vraiment la même taille. Les cadrans, il y a toujours des petites différences sur les cadrans, les aiguilles ne sont pas forcément les mêmes. Les aiguilles étaient mises à taille. C'est ce que je te disais en off, quand on regarde le bout des aiguilles de près au microscope, on se rend compte que les aiguilles étaient mises à taille à la lime. Donc on voit encore les coups de lime sur les bouts des aiguilles. Et elles sont en or, c'est pas ça n'a pas toujours été comme ça. Non, alors aujourd'hui c'est plutôt on connaît plutôt les aiguilles en acier bleuie chez Breguet. Mais c'est vrai qu'à l'époque sur les empires c'était très souvent des aiguilles en or. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelait Empire à l'époque? Ça avait un rapport avec des montres que Breguet, des montres de Gousset que faisait Breguet alors certainement, au moment de l'Empire, un rapport avec les reines de Naples et la sœur de l'empereur, etc. Certainement, parce que les familles royales ont toujours eu un lien, toutes les grandes familles européennes ont toujours eu un lien avec Breguet. C'est partie de ces marques qu'on fournit la noblesse. Après, il y a la boîte qui est cannelée, peut-être ce côté, le style Empire avec les colonnes, etc. Ouais. Je pense que ça joue pas mal. Et en fait, quand on l'appelle Empire, c'est vraiment ce style de boîte avec les cannelures sur le côté qui est... c'est ça en fait qu'on appelle le style, le modèle Empire, entre guillemets, c'est ça. Ouais. Après, elle a tous les, je voudrais pas dire de bêtises, mais quasiment tous les attributs de Breguet. Elle a justement tous les le boîtier, les anses soudées. Oui, exactement. Avec cette forme très caractéristique, avec une petite bulle au bout des cornes. Les aiguilles quoi? Pommes, Breguet. Oui, pour pommes, Breguet. Ouais, les aiguilles Breguet. Et puis les chiffres romains. Exactement. Voilà, les chiffres romains, là, ça pèse. Moi, évidemment, c'est pas mon truc. Je sais pas si à l'époque on en avait parlé, mais dans une montre comme ça, ultra classique,
Ça colle, ça va parfaitement. Et ils sont petits quand même, ils sont petits. Ces index Breguet. Mais c'est quelque chose que j'adore sur l'Empire aussi, c'est une des raisons qui fait que je voulais une Empire, c'est que même sur un modèle très simple, aujourd'hui dans la collection Breguet, il y a encore des modèles 2 aiguilles très simples, mais en fait les Empires, elles avaient, dans les proportions, c'est parfaitement maîtrisé, c'est-à-dire que les cornes par exemple, elles sont beaucoup plus fortes, elles sont plus rondes, les aiguilles pareil, si on compare avec l'autre du coup qui est plus moderne, les aiguilles étaient beaucoup plus épaisses, étaient plus galbées, enfin voilà, les proportions étaient vraiment très bien maîtrisées, ça lui donne vraiment un charme très particulier qu'on ne retrouve pas sur les modèles plus récents. Ouais. Et puis là, tu as quand même aussi un boîtier qui est quand même sacrément plat. Hein. Tu as un peu un verre, bon, il a probablement été changé lui-même, sûrement, hein. Mais sinon, tu as un boîtier qui fait quoi, 0,8, 0,9 le boîtier en lui-même est quand même très, très plat, mais grâce au peseux qui reste un mouvement, je crois qu'il fait 3 mm d'épaisseur, donc il reste un mouvement quand même assez plat. À remontage manuel. Remontage manuel, ouais. Ce peseux-là, il est toujours 100 secondes, sans trotteuse? Non, alors c'est un mouvement qui a une petite seconde, normalement. Après, mais on peut le trouver, mais pas là. Mais on peut, alors sur la plus grande version, sur la version avec le 260, il y a quasiment tout le temps une petite seconde. Sur la version avec le 320, sur la 10 lignes et demie, j'en ai vu quelques très rares exemplaires avec une petite seconde, mais la majorité des 10 lignes et demie était juste avec heure minute comme ça. Oui. Et il faut se replacer, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas moi c'est ma lecture des choses. Marque peut-être la plus grande marque historique de l'horlogerie, compte tenu de Breguet lui-même. Là, l'importance à cette époque-là, dans les années 60, sur cette typologie de clientèle, la seconde n'avait aucune importance. Puisqu'à un moment, la seconde, c'est à mesure d'un temps très court. Quelle est l'importance d'avoir une montre qui peut afficher une précision à la seconde, et quand bien même on est sur un calibre à 3 Hz ou 2 Hz et demi, etc., ça n'a aucun rapport, il n'y avait pas besoin. Non, et puis même pour la lisibilité, sur un cadran qui est relativement petit, rajouter une seconde, c'est quand même charger un peu le cadran. Ouais, je suis d'accord. Ce que j'aime, c'est que le cadran est vraiment très pur, la signature est très discrète, et voilà, ça casse pas les proportions. Rajouter une seconde, c'est quand même assez... ça aurait occupé de la place sur le cadran. Ouais. Donc là, on est sur le modèle Breguet 4806. Voilà, exactement. En fait, chaque montre Breguet porte un numéro individuel. Ouais. Donc ça, c'est le numéro de la montre. C'est le numéro de la montre. Il n'y avait pas de référence. C'est l'époque où il n'y a pas encore. En fait, bien sûr. La notion de collection ou de gamme est quand même arrivée tardivement. Chez pas mal de marques, notamment Breguet ou Vacheron par exemple. Ouais. Et typiquement chez Breguet, donc là c'est l'époque où ils étaient place Vendôme, on commandait une montre. On pouvait, comme je te disais, ça c'est quelque chose qui existait déjà au 19e avec les montres de poche, on commandait une montre, on pouvait modifier quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'une autre, attends, juste que je comprenne bien et qu'on soit clair avec tout le monde, la même montre que celle-ci, donc une 2 aiguilles en or jaune Empire, elle est globalement faite à la main. Donc elle va être différente l'une de l'autre, mais elles auront toutes le 4806 ou ce sera la 4807 Non, voilà, ce sera la 4807, exactement. En fait, c'est vraiment le numéro individuel de la montre. Ok. Et ça, c'est typique chez Breguet. Ouais. Chaque montre porte vraiment un numéro individuel qui l'inscrit dans les archives. Et dans les archives, ils peuvent retrouver la provenance de la montre, l'entretien, et là, etc. Quand tu l'as acheté, comment ça se passe pour avoir accès aux archives chez Breguet? Il y a des marques chez gratuit, d'autres, il n'y en a pas. Enfin, ils en ont, mais on n'y a pas accès, comme Rolex, par exemple. Chez Glashütte, on peut les commander. Historiquement, on pouvait le faire chez Omega, puis depuis, ils ont arrêté. Comment ça se passe, là? Chez Breguet, ils ont parmi les archives les plus complètes qui existent. Ouais. Donc, on peut faire la demande sur le site d'un extrait d'archives. J'ai la chance de connaître Emmanuel Breguet, donc du coup c'est un lien plus direct, il regarde sur sa tablette dans les archives directement. Donc tu lui donnes le numéro? Exactement, je lui donne le numéro individuel, une photo de la montre parce que évidemment ils n'ont pas fait que 4806 montres, donc ils sont revenus à zéro plusieurs fois.
Donc du coup, il faut quand même le modèle. Ouais. Donc du coup, ça permet un peu de l'identifier dans la période, dans le style. Et lui, après, dans les archives, il arrive à identifier, à retrouver la montre. Avec à qui elle a été commandée, est-ce qu'elle a été révisée ou non, chez eux, et ainsi de suite. C'est fantastique. Donc là, celle-ci, je sais qu'elle a été commandée en 1962, commandée par Monsieur X pour la somme, je crois, je crois que c'était 1500 francs, celle-ci. Ouais. Et qu'elle est revenue en révision chez Breguet en 1970, voilà, pour une révision. Donc elle était sur un bracelet en lézard noir à l'époque. Donc ça, c'est vraiment génial, parce qu'ils ont des archives ultra complètes. Ouais, elle est gravée au dos. C'est un rapport avec le client qui l'a commandé. Certainement. Tu sais pas. Certainement. Ouais. Mais voilà, c'est un peu le mystère, c'est de savoir à qui. Parce que là, je regarde AAB, Charles Adrien, ça marche pas. Non, ça marche pas. Toi, j'aurais bien aimé. T'as le C, le H. J'aurais bien aimé. C'est bien. Donc là, on est au 9 octobre 1962. Exactement. Et elle a été achetée, je crois, le 28 septembre. Peut-être un mariage, une naissance, un baptême, une communion. On sera plutôt sur le mariage, la communion, les fiançailles. Ça, c'est un truc on a bien compris historiquement. Vous pouvez regarder la vidéo sur la Hermès Corum de Charles Adrien. Tu es branché sur le vintage, etc. Et cette dimension qui nous transporte dans une histoire fantasmée, rêvée, avérée des anciens propriétaires. Ça, c'est quelque chose qui te transporte. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Et en fait, dans le style Le Montre, il faut que l'univers de la marque et de la montre me plaise. Et c'est pour ça que j'adore les montres habillées. C'est que typiquement, je suis pas un grand sportif, donc les Daytona, les Speedmaster, etc. c'est pas forcément mon style, parce que c'est pas un univers qui me parle forcément. Là où d'imaginer des montres vendues place Vendôme, faites quasiment sur mesure dans des salons feutrés, ça c'est quand même plus quelque chose qui me parle. Et c'était un peu c'était un peu des extraterrestres à l'époque de commander ça chez Breguet, parce que pour donner une idée un peu de la rareté, dans les livres, dans les registres Breguet, quand elle est passée en service, sur la page, il y a donc cette montre qui est passée en révision. Les 3 autres montres sur la page, c'est des Breguet Type 20. Ah oui. C'est pour ça, en fait, la majorité de la production à l'époque de Breguet, c'était quand même le Type 20. Mais les empires et autres montres à complications qui ont pu être faites, c'était vraiment très anecdotique. C'est là où on voit que Breguet a eu des vies multiples, entre on va dire le tourbillon, mais quand on regarde l'histoire de Breguet, il en a fait sur 15 ans entre 5 et 10 des tourbillons. Donc en fait, il faut quand même remettre les choses dans le contexte de la complexité à faire, à usiner, à travailler, à régler, etc. Et c'est assez incroyable de regarder cette montre et de se dire que probablement dans les années 50 à 60, suite à l'appel d'offres du ministère de la Guerre, ce fabricant-là, cet atelier-là, on va l'appeler comme ça, fabriquait des montres pour les pilotes de l'aéronaval. Alors sachant que les Type 20 à l'époque, ils étaient faits par Maté Tissot. Oui. Donc c'est pour ça que c'était vraiment différent. Là, je crois qu'ils étaient au 28 Place Vendôme, les ateliers étaient Place Vendôme, et c'est vrai que le Type 20 c'était Maté Tissot re-signé Breguet, mais c'est vrai que c'est des productions qui étaient très différentes. C'est une autre façon de faire qui montre bien que l'industrie horlogère, on en a un exemple dès le départ où tu as parlé du peseux, même pour une marque comme Breguet, qui est finalement la plus connue tout en étant la moins connue, et on se demande même pourquoi elle est pas si adorée autant que d'autres, on va dire, un peu le même symptôme que Gégère-Lecoutre, entre guillemets. Là-dedans, il y avait un mouvement qui venait d'un fabricant de mouvement. Sauf que, qu'est-ce qui fait la précision d'une montre ? En fait, c'est l'organe réglant et la capacité à régler le mouvement qui fait que ce soit précis, fiable. Et on est passé de peseux Breguet à des Maté Tissot brandés Breguet. Exactement, c'est ça.
Ouais, mais ça, tout le monde se l'arrache. Les fans de chrono type 20, vintage, type 20, ça reste mythique. Avec la gravure au dos. Exactement, aéronautique navale, CEV, etc. Et ça te brancherait, ça? C'est pas forcément mon style. Après, je dois reconnaître que quand on voit passer un très beau type 20 avec une belle histoire, parce que c'est quelque chose qui est génial avec les Breguet de manière générale, c'est que c'est souvent des montres avec des histoires. Je reconnais que je suis pas insensible à un beau cadran caramel. Là, je crois qu'il n'a pas vu la vidéo. J'ai fait une vidéo avec un collectionneur de folie, par ailleurs créateur de cette loupe, Jérôme de Eagle Eye Watches. Peut-être qu'il en reste, les amis. Il y a un code promo d'Alishous avec le pack, la loupe gravée, la lumière et la pince pour pouvoir faire des photos macro. J'espère qu'elles vous plairont, celles que vous verrez sur cette vidéo. Et dans cette vidéo, je lui ai demandé, viens avec tes 5 chronos préférés. Il est venu avec une type 20 Mulco boîtier Spillman avec les pans coupés là, sur les anses, absolument fabuleux. Ça, incontournable. Ça te plairait. Et ça reste des petites montres en termes de format. Pas aussi petit que celle-là. Pas aussi petit que celle-là. On passe à la deuxième, parce que là, on a une montre qui est beaucoup plus grosse. Elle est même énorme. C'est énorme. C'est énorme, c'est gigantesque. Elle contient la première. Là, on a des attributs très similaires, mais là, on a une plus grande complexité et diversité sur le cadran. J'ai l'impression qu'elle va mieux m'aller, celle-là. Parce que tu vois, elle est plus grande. Je peux l'essayer? Oui, bien sûr. Alors là, on a un style Empire, mais est-ce que c'est une Empire, celle-là? C'est pas une Empire. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que les collectionneurs appellent une Empire, parce que c'est déjà plus moderne, c'est la complication, etc. Ah ben non, regarde, déjà le bracelet. Oh là 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 là, ben voilà. Elle est faite pour toi. Bon, bah écoute, tu sais bien que je repars avec l'une ou l'autre. J'étais reparti avec sa Corum, d'ailleurs, elle me plaît toujours. Je suis très content. Je préfère celle-ci, spontanément. Non, trêve de plaisanterie, ben les voilà, les aiguilles bleuies. Exactement. Mais là, c'est une autre période. Là, c'est de quelle année? Celle-ci, c'est 1986. Ouais, ça c'est vrai. Là, on voit vraiment le style. Parce que ça aurait, vu comme ça, à la loupe, ce serait peut-être différent. Mais vu comme ça, elle pourrait être des années 60. Ça pourrait. C'est ça qui est génial avec les Breguet, c'est qu'en fait, c'est impossible à dater. C'est-à-dire qu'il y a peu de marques comme ça. Pour moi, dans les marques qui me viennent en tête, il y a Cartier et Breguet. C'est des marques où on ne peut pas dater les modèles. En fait, les codes sont tellement intemporels, réellement, qu'un modèle années 30 peut ressembler à un modèle années 60 et peut ressembler à un modèle contemporain. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez ces deux marques. Donc là, on a... Alors attends, là, on a... Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit c'est un calendrier complet, calendrier annuel. Donc il y a le jour, le mois, la date avec l'aiguille serpentine et la phase de lune. La phase de lune. Ça, c'est calendrier complet. C'est un triple calendrier phase de lune. Alors si c'était un calendrier annuel, c'est calendrier annuel. Là, on a un calendrier annuel avec phase de lune. C'est ça la terminologie? Alors, c'est pas un annuel parce que le triple quantième, il faut l'ajuster en fin de mois. Ouais. Et le calendrier annuel prendra en compte les mois à 30 et 31 jours. Ah, okay. C'est la nuance. Ok, par contre, il ne saura pas gérer l'année bissextile. Exactement, il ne saura pas gérer l'année bissextile, à l'inverse du quantième perpétuel. C'est déjà une grosse différence entre le triple calendrier et le calendrier annuel en termes de complications, et encore plus avec le quantième perpétuel. Ouais. Ok. Donc celle-là, tu l'as achetée quand? Celle-ci, ça doit faire... Il n'en se souvient plus. Ça doit faire 6 mois. 6 mois? Ah ouais. Et donc là, celle-ci t'a donné envie de celle-là parce que là, tu nous as dit celle-ci, je la recherchais, celle-ci était l'objectif. L'Empire, c'était vraiment le Graal en Breguet parce que voilà, c'est les plus rares entre guillemets. C'est les plus rares, c'est les plus belles qualités de fabrication. Mais celle-ci, il y a eu un truc, je ne suis pas montre à complication d'habitude, mais celle-ci, la disposition du triple quantième m'a beaucoup plu. Le cadran, un guillochage qui ne ressemble pas au guillochage moderne. J'en avais discuté avec des guillocheurs de chez Breguet qui avaient regardé au microscope, qui m'a dit « Ah oui, effectivement, ça c'était une autre façon de travailler. » Et en fait, il y a un grain sur le guillochage, le cadran a une légère couleur un peu champagne, très subtil que j'ai adoré, les dateurs, enfin les disques de jour. Il est en quelle matière le cadran? Alors sur celui-là, il est encore en argent. Ouais. Ils sont pas tous en or, celui-là est en argent.
Et sur le guillochage, il y a plein de petites imperfections que je trouve géniales. Donc ça a beaucoup de charme. Ah la vache. Vous savez quoi? Avant qu'il nous parle de cette complication plus en amont, je vais lancer la célèbre séquence 60 secondes chrono. Elle n'existait pas à ton époque. Oui, il y a 4 ans, ça n'existait pas. Mais là, je vais te bombarder de questions jusqu'à plus soif. C'est parti. Pendant 60 secondes et tu me réponds oui, non. Tu me réponds ce qu'il y a dans la question. Tu verras, c'est très simple. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran. T'es plus tank ou réverso? Tank. La montre préférée de ta collection? Celle que je porte le plus, une Laurent Ferrier. Un exemple d'une montre élégante? La tank. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? D'occasion. Eh oui, ça on s'en douterait. Hein. Ta marque préférée? Cartier. Est-ce que tu considères une montre comme un bijou? Non. Ta complication préférée? Pas de complication. Intéressé par les micro-marques? Oui. Tu veux en citer une? Baltique. Une montre intégralement en or, c'est too much? Non. Ça dépend comment c'est porté. T'es plus Patek ou Vacheron Constantin? Vacheron. Plongeuse ou GMT? GMT. Ta forme de montre préférée? Le rond. Est-ce que c'est ton truc, les horlogers indépendants? Oui, je suis un grand fan d'indépendants. Tu veux en citer un? Encore une fois, Laurent Ferrier. Cartier Tank ou Cartier Santos? Tank. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients? Telesius. Ta prochaine montre? Une Audemars Piguet VZSS. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection? C'est impossible. Je dirais la Laurent Ferrier parce qu'encore une fois, c'est celle que je porte le plus. La montre de tes rêves? Je dirais une Empire en plus grand. Une Empire en plus grand? Mais attends, ça veut dire que depuis tout à l'heure, tu nous dis que celle-ci, elle a le format parfait, mais elle est un peu petite. Au porté, j'adore le diamètre. Ouais. Et plus je la porte, moins je me dis qu'elle fait 30 mm. Mais un petit quelque chose en plus. Non, c'est que la grande taille, le 260, c'est un mouvement qui est juste sublime. C'est vraiment un mouvement magnifique. Là où le 320 est beaucoup plus simple en finition et en conception aussi. Le peseux 260. Ouais, mais ça veut dire que quand tu regardes une montre comme ça, toi tu intègres ce qu'il y a dedans. C'est ta formation qui veut ça. Aussi. Ça joue un peu, et d'un point de vue horloger, le 260 c'est vraiment un calibre sublime. Là on est un petit 30 fillette, on va dire, et là on est sur un pas loin d'un 36. Ouais, je pense que ça doit être, autour de 35. Est-ce que celle-ci est trop grosse pour toi? Non. Non, c'est une bonne taille. C'est une bonne taille. Ok, alors revenons à celle-là, tu l'as achetée il y a 6 mois. On y retrouve les attributs Breguet? Il y a tous les attributs Breguet, et ce qui est là c'est une autre époque, c'est une autre période pour Breguet, c'est l'époque Chaumet. Oui. Donc savoir que Chaumet a racheté à Brown. Chaumet a racheté à Brown en 1970. Oui. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'époque Chaumet pour Breguet, c'est vraiment le tournant entre l'empire, l'époque vraiment très très artisanale de Breguet, et ce qu'on connaît plus aujourd'hui, plus industriel, avec des collections, avec des modèles, les modèles emblématiques qu'on connaît aujourd'hui dans la collection Breguet, ils ont été faits sous l'époque Chaumet, avec notamment Daniel Roth, ouais. qui a été chez Breguet à cette époque-là, et qui a puisé dans les montres de poche existantes pour sortir des références comme la 3330. Daniel Roth était quoi là-dedans? Était l'horloger en chef? Il était responsable, je crois qu'il était en quelque sorte directeur artistique, directeur technique de Breguet. Il était allé voir les frères Chaumet pour leur demander de le recruter. Et du coup, il a vraiment fait cette transition, enfin c'est avec les frères Chaumet qu'il y a eu cette transition entre vraiment la période très artisanale et le plus moderne. Et typiquement, j'ai eu l'exemple, j'ai rencontré un client qui, lui, dans les années 70, avait acheté une Empire chez Chaumet, place Vendôme, déjà dans les années 70. Donc c'est vraiment, on voit la transition. Il y a eu encore des Empires chez Chaumet, et en même temps, il y a eu des choses plus modernes comme ça. C'est vrai, quand on la regarde, excuse-moi, je vais essayer de la mettre quand même.
Bon, quand ça veut pas, c'est pas grave. Quand on la regarde, et là on se dit, on y met un boîtier type Daniel Roth, rectangulaire et complètement circulaire, à 6 heures et à 12 heures, là on a une Daniel Roth. Ouais, il a vraiment beaucoup influé sur le style des brigades de l'époque, dans les proportions. Et puis vraiment, il avait eu cette idée géniale de récupérer des montres, des designs de montres de poche, des configurations de montres de poche, et de les remettre en montre poignet pour créer des modèles qui aujourd'hui sont incontournables dans la collection Breguet. Ouais, non mais c'est incroyable l'écart de taille en 20 ans qui est présenté. Alors certes, là, il y a un calibre à complication, donc mécaniquement, on va dire, il prend plus de taille. Ça a duré combien de temps? Tu as ça en tête, le Breguet qui appartient à Chaumet? Ça a été alors ce qui est amusant, c'est que ça a été de 70 à 87. Ouais. Cette montre est de 86. Et en fait, ce qui est un autre truc qui m'a fait craquer pour celle-ci, je te vois regarder la gravure au dos, ouais. C'est que c'est une montre qui a été offerte par les frères Chaumet, ouais. À Monsieur Bourdiol, d'où les initiales RB, ouais. Qui était leur comptable. C'était le comptable des frères Chaumet. Et donc ce qui est génial, c'est que du coup, on parlait des archives tout à l'heure. Dans les archives Breguet, cette montre est donc référencée et a une mention spéciale sortie cadeau Chaumet. Et donc effectivement, nous on l'a récupéré, un descendant de Monsieur Bourdiol qui nous avait dit que c'était un cadeau de ses patrons, et donc tout s'est aligné. C'était donc un cadeau des frères Chaumet, et donc elle a été offerte en 86. Ils ont revendu en 87. Et pour la petite histoire aussi, les frères Chaumet ont en fait été arrêtés pour fraude, exercice illégal du métier de banquier, etc. Et donc en fait, ils ont complètement fait banqueroute, et c'est à ce moment-là qu'ils ont revendu Breguet à Investcorp. Ah. Investcorp, qui était un fonds d'investissement. Oui, ça n'a pas duré longtemps, puis après ça a été repris par SMH. C'était revendu par Swatch en 99, je crois. Donc c'est vraiment typique d'une époque. Ouais, on a une différence, c'est-à-dire que racheter une marque de montre en 1970, là, c'était pas forcément l'affaire du siècle. Quoique, il y avait des choses, il y avait beaucoup de choses à faire. Comme je te disais, Breguet à l'époque, c'était vraiment une petite manufacture, et en même temps, historiquement, il y avait tout à faire avec Breguet. Donc c'est vrai que Chaumet, ils ont eu quand même le nez fin de racheter une marque avec un tel patrimoine. Il y avait déjà un lien entre les deux parce que Chaumet était revendeur de Breguet, mais du coup ils ont racheté vraiment la marque et ils en ont fait ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était quand même je pense que c'était un bon coup. Donc celle-ci porte le numéro 586 et ça c'est le numéro de la montre. Donc ça c'est le numéro, voilà, c'est comme pour celle-ci c'était 4806, là c'est vraiment le numéro individuel de la montre. Celle-ci, du coup, c'est pareil, c'est l'apparition des références chez Breguet. Donc ça, c'est une référence 30-40. C'est le début des références chez Breguet. Ouais, parce que là, au dos, tu as d'autres numéros. Il y a d'autres numéros. Tu as le 4325 RE/A. Exactement. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le numéro de stock Chaumet. Parce que du coup, Chaumet, comme d'autres maisons, avec la Hermès Corum, pareil, elle avait deux numéros de série. Elle avait un numéro de série Corum et un numéro de stock Hermès. Et en fait, ça c'était quelque chose qui se faisait beaucoup chez les grands détaillants comme ça. C'était d'avoir le numéro de série de la montre et un numéro de stock en plus. Donc celle-ci, le 4326, c'est le numéro de stock chez Chaumet. Passionnant. Toutes ces petites histoires derrière des initiales et des tranches de vie qu'on découvre. Il y a une différence, là on sort un petit peu de la montre elle-même, mais là manifestement tu as une boucle a priori d'origine, puisqu'elle est... Elle a les poinçons, donc elle est en or jaune. On voit bien le 750 qui est frappé avec les poinçons qui sont dessus, ce qui n'est pas le cas de Ce qui n'est pas le cas de celle-ci, ça va être le jeu, ça va être de retrouver une boucle d'époque. Une boucle d'époque, ce qui est pas chose aisée. Ouais, ce qui est pas facile. Elle a une petite caractéristique. Tu parlais de vous savez, le 60 secondes chrono, c'est pour passer un bon moment puis soulever la cohérence ou l'incohérence des propos. Et là, il y a une cohérence avec la marque préférée que tu as citée, qui était Cartier, puisque là, on a une couronne très cartiesque, entre guillemets, avec une spinelle, un rubis, un saphir bleu.
très Cartier dans l'idée, ne serait-ce que par sa présence et dans sa forme. Ouais. Ouais, c'est vraiment un cabochon pointu. Complètement, ouais. Mais c'est vrai que ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve, c'est pas pour rien que j'adore Breguet et Cartier, c'est qu'on retrouve quand même des codes stylistiques assez semblables. Donc il y a les chiffres romains, il y a effectivement sur cette période-là le cabochon en saphir, et les aiguilles Breguet qui ont aussi été utilisées par Cartier au début du siècle. Donc il y a quand même des codes stylistiques très semblables et peut-être très français. Ouais. Toi qui es horloger de formation, quand tu achètes une montre comme ça, est-ce que le premier truc que tu fais, ou en tout cas pas loin, c'est de l'ouvrir, de regarder, ou finalement tu te dis non, je laisse faire ça à des gens pour l'entretien, etc., donc c'est devenu le métier? Non, alors je regarde évidemment le mouvement. Je regarde l'état du mouvement, vérifier que c'est bien le bon calibre, parce qu'on peut avoir, on peut avoir des mauvaises surprises. Oui, bien sûr. Et je me souviendrai toujours d'une Breguet, justement époque Brown, très belle, magnifique Breguet rectangulaire, pareil, cadran, chiffre émaillé, etc. Vraiment sublime. Et au moment de l'ouvrir, un beau mouvement à quartz en plastique à l'intérieur. Placé, descente d'organes, ça refroidit un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important d'ouvrir et de regarder sous le capot. Bah oui. Oh, c'est terrible ça, ton histoire là. Ça s'est beaucoup fait à une époque de remplacer des mouvements mécaniques par des mouvements à quartz. Alors, non mais ça a été fait pour des logiques à l'époque industrielles, etc., où les marques, les fabricants se disaient de toute façon c'est terminé, on n'a plus besoin de tout ça, allons à des choses moins coûteuses, plus fiables, etc. Et les clients le demandaient. J'ai pas mal d'histoires de clients qui dans la famille ont une montre qui était mécanique, qui est passée en quartz, et parce que la personne à l'époque avait demandé à mettre un quartz. Ils voulaient plus s'embêter à remonter leur montre. Le quartz, c'était moderne, c'était précis, c'est fiable. Donc ils allaient chez l'horloger et ils demandaient à faire remplacer le mouvement pour un quartz. Mais comme ça, il y a beaucoup de montres, de très belles montres, qui ont été entre guillemets détruites. Et là, on a quoi comme calibre alors? Là, c'est une base Frédéric Piguet. Oui. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant parce que c'est un automatique ultra plat. Ouais, là, justement, c'est pour ça que je voulais y venir, parce que ça ressemble à une montre à remontage manuel. C'est très très plat, malgré le triple quantième. Ouais, mais t'as pas de quand bien même il n'y a pas de micro-rotor. Alors c'est pas un micro-rotor, c'est là le génie du Piguet du 70-71. C'est que c'est un mouvement qui est avec un rotor central, donc qui est par-dessus le calibre, mais qui est excentré. En fait, quand tu ouvres le mouvement, quand tu ouvres la boîte, c'est assez déconcertant parce que tu te retrouves avec un mouvement et tu as l'impression que le mouvement est décentré. Mais en fait, tu vois bien que les aiguilles sont au centre de la montre. Et en fait, pour gagner de la place, ils ont excentré une partie du rouage et le rotor sur le côté. Donc c'est assez étonnant quand on l'ouvre. C'est fantastique comme architecture, ça. C'est une architecture qui est assez originale, mais qui permet d'avoir un mouvement automatique qui est vraiment ultra plat. Et du coup, là, pour le triple quantième, par-dessus, il y a un module de quantième qui est rajouté. Et d'ailleurs, tu remarqueras que les correcteurs du quantième ne sont pas alignés avec la couronne. Oui. La couronne n'est pas au centre de la boîte, elle est légèrement plus basse parce que du coup on a vraiment ce mouvement automatique qui est très plat et par-dessus un module de triple quantième. Alors justement, en parlant des réglages, tu as 4 boutons. Chaque bouton permet de régler de façon asynchrone, on va dire, le jour, le mois, la lune et la date. C'est ça permet de tout régler indépendamment. Donc ça permet d'éviter d'avoir à faire plein de tours le matin pour régler le mois. Il n'y a que celui de la phase de lune que j'utilise quasiment jamais parce que je règle jamais la phase de lune. Ouais, et puis c'est dur à régler aussi. C'est dur à régler, je trouve ça très joli, mais dans les faits, ça n'a quand même pas une grande utilité. Celui qui recherche de la poésie, etc., et qui veut être centré sur les phases de lune, ou ceux qui sont fans
d'astronomie, dans tous les pays du Moyen-Orient dont le calendrier hégirien islamique est essentiel, la phase de lune, c'est un élément important. C'est central dans leur... pour les marées, pour... voilà. Ouais. Le jardinage aussi. Ah oui. Chacun son truc, les amis, la pêche, si vous ne connaissez pas, ça va pas du tout. Ça. Non, mais ce que j'adore quand je regarde ces deux montres, là, quand on les regarde comme ça, c'est que une marque qui a son identité propre. Et d'ailleurs, Abraham Louis Breguet a été génial dans ce sens-là, c'est que ça a été un des premiers designers horlogers. Ouais. Ça a été un des premiers à vraiment avoir des codes de design. C'est ça. Ça a d'ailleurs été un des premiers à être copié aussi, pour cette raison. Là où il a été très moderne aussi, ça a été un des premiers à faire, et d'ailleurs il me semble même que c'était le premier à faire un catalogue. Un catalogue raisonné et un catalogue illustré. Donc tu avais un catalogue vraiment des montres de poche Breguet. Et ce qui était génial, c'est que, encore une fois à cette époque, il y avait des modèles que tu pouvais commander et il y avait quand même la mention que les matières, les dispositions, enfin les complications, les dispositions des complications, etc., tout pouvait être modifié à la demande. Et en fait, c'est pour ça que tu te retrouves quasiment jamais avec deux fois la même montre. C'est quand ils mettaient des modèles, mais en fait, tu pouvais absolument tout modifier. Si tu voulais que la phase de lune soit à 3 heures au lieu d'être à 6 heures, ils modifiaient la montre pour la mettre à 3 heures au lieu de la mettre à 6 heures. Alors, j'ai appris ça, enfin, j'ai essayé de me documenter. Il y a alors, je ne sais pas si c'est le magazine de la marque ou si c'est... Enfin, bref, mais j'ai acheté ça dans une brocante. Les petits, je les appelais fascicules ou magazines Quai de Lille. Ouais. Où dedans, justement, il est expliqué toute cette logique de codification de l'approche, où il y avait à la fois une dimension esthétique et derrière une vraie logique fonctionnelle. Ouais, il y avait une logique fonctionnelle. D'où la notion aussi d'une marque qui peut-être symbolise... Alors évidemment, on en reparlera après, les artisans indépendants aujourd'hui sont dans cette veine-là. Mais s'il y a bien une marque qui symbolise le fait que ce qui ne se voit pas doit être beau, et donc la décoration du mouvement est aussi essentielle que la capacité à être mieux, à avoir un meilleur service, à faire que les poussières s'accrochent plutôt qu'elles se baladent, etc. C'est aussi une initiative de Breguet, ça. Ouais, effectivement. Et ce qui est amusant, c'est que typiquement, on voit sur l'une comme sur l'autre, les mouvements étaient déjà décorés, alors qu'on ne les voyait absolument pas. Ils ont quand même mis le souci du détail sur celle-ci. Le numéro de série et le logo sont gravés à la main, alors que personne ne voit le mouvement, il n'y a pas de fond transparent ou rien. Donc c'est assez sympa quand même. Alors aujourd'hui, Breguet, qu'est-ce qu'il y a comme collection? Bon, il y a la partie Reine de Naples, on va dire modèle historique encore. Oui, c'est une première montre poignée. Exactement. Histoire. Exactement. Il y a les chronographes, on va dire, d'aviation, type 20, type 21. Ils ont relancé le type 20 dernièrement. Voilà. Ils ont relancé le type 20. Et puis après, il y a la tradition. Il y a la tradition. L'entrée de gamme, entre guillemets, Breguet. Non, alors l'entrée de gamme, c'est plutôt la collection classique. C'est ça. Voilà. Donc ça va être typiquement les modèles 3 aiguilles, enfin... 3 ou 2 aiguilles comme ça, 3 ou 2 aiguilles en or. En or? Pas en acier? Non, alors il y a la collection marine qui existe en titane, etc. Il y a le type 20 qui est en acier. Mais sinon, pour les modèles classiques, c'est toujours de l'or ou du platine. Ok. Et ça, c'est ok. Et puis après, on va dire ce qui est qui pour moi le symbolise plus la marque aujourd'hui, où tu as quasiment que des cadrans squelettés ou avec un échappement qui est côté cadran, etc. Ça, c'est quelle collection, ça? C'est la tradition. C'est la tradition. Et qui, encore une fois, qui paraît très moderne parce que squelette, etc. Enfin, squelette sans en être un. Et ce qui est génial, c'est qu'encore une fois, c'est une reprise d'une montre de poche. Donc c'est vraiment une conception, le mouvement est quasi similaire dans son architecture, avec le barillet central, le balancier à droite. C'est vraiment une construction d'une montre de poche. Et ça, c'est un modèle qui est génial, parce qu'il n'y a quasiment aucun équivalent sur le marché, parce que c'est pas vraiment un squelette, au sens où c'est pas un mouvement de base qui a été squeletté, c'est vraiment une architecture construite comme ça. Oui, mais on peut la décrire comme ça en disant c'est une montre qui est ouverte. C'est visible, exactement, c'est ouvert. Elle est ouverte côté cadran et côté fond de boîte.
Si tu avais un petit adjectif quand même à donner, parce qu'il n'y a pas d'émission sur le canapé quand même sans adjectif, si tu avais tu es obligé d'en avoir deux. Alors. Un adjectif pour chacune. Donc ce serait quoi pour celle-ci, là, Empire? Rare. Rare. Rare ou désuet. Rare, ça fait commun, mais désuet. Oui. Et celle-là? Historique. Historique. Parce qu'elle a quand même un lien, elle a un vrai lien avec l'histoire de Breguet. C'est un petit bout de l'histoire de Breguet. Mais j'ai l'impression qu'avec ça, on va être dans une histoire à jamais 203, finalement. C'est un peu ça, hein, parce qu'entre celle-ci, la Empire que tu aimes beaucoup, qui est complètement dans le style que tu avais décrit, qui était déjà en toi lorsque tu es venu la première fois sur la chaîne, mais où je comprends qu'elle pourrait avoir un point, non pas un défaut, entre guillemets, mais un petit peu petite. Pour être améliorée. Mais d'un autre côté, une montre trop petite, 10 ans après, elle est parfaite. Oui, ou inversement. Et encore une fois, c'est vraiment pas tant sur le diamètre. C'est vraiment pas tant sur le diamètre parce que vraiment, c'est pour mon poignet de poulet anorexique, c'est pas forcément gênant et loin de là. Et d'ailleurs, je trouve peut-être même que cette taille-là me va mieux que la grande taille. C'est juste que la reine des empires, c'est quand même celle avec le peseux 260 qui est un magnifique mouvement. Ça marche. Alors, si on passe à la dernière séquence, les amis, on ne peut pas se quitter avant l'été sans une séquence ta prochaine montre. Qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure quand je t'ai dit ta prochaine montre? C'était une quoi? VZSS. C'est ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme modèle, ça. Bah, c'est un peu dans la même lignée que la Breguet Empire, en fait. Ouais. C'est années 40, 50, 60. Donc encore une fois, c'est l'époque où Audemars, alors idéalement j'aimerais en trouver une vraiment pré-années 50, donc quand Audemars n'avait pas de référence, et c'était des modèles très simples, très épurés, 3 aiguilles, et encore une fois qui a un très beau calibre, qui est le VZ, qui a un mouvement base Valjoux, c'est vraiment une ébauche de Valjoux, mais retravaillé par Audemars, et qui est juste, c'est un mouvement qui est sublime, avec des côtes de Genève très larges, un anglage avec des... C'est une montre en or? Ça peut être en or, il y en a eu en acier, c'est rarissime en acier, mais il y en a eu en acier. Ça peut être à seconde centrale, ça peut être à petite seconde. Donc encore une fois, c'est pareil, c'était quasiment que sur commande, donc c'est très difficile d'en trouver deux pareils. Mais ça, ce serait vraiment... Et tu préférais aller sur une or ou acier? Parce que là, acier, tu as la rareté, et or, tu aurais une... Plutôt une acier, parce que l'ironie, c'est que là, ça fait deux montres en or, mais je préfère l'acier. Pour la discrétion et pour le confort au porté. J'adore les montres en acier, celle que je porte le plus, la Laurent Ferrier, est en acier. Donc si j'ai le choix, en dehors de Breguet et Cartier, où c'est les deux marques où je trouve que l'or jaune leur va quand même mieux, en dehors de ça, je préfère quand même l'acier. Et parmi on parlait des horlogers indépendants un petit peu tout à l'heure, tu citais Laurent Ferrier. S'il y avait un modèle chez un horloger indépendant aujourd'hui dont tu rêves, vraiment le rêve, c'est-à-dire c'est pas prévu, c'est pas dans tes moyens, c'est pas le sujet, mais ce que tu trouves qui est fait est absolument fantastique, tu auras envie de parler de qui? Alors c'est pas très original, mais la Simplicity ou la Duality de Dufour, parce que j'adore le personnage, c'est un de ceux qui m'a donné vraiment envie d'être horloger. Je me revois encore regarder le reportage sur Dufour que j'ai regardé en boucle avant mes études d'horlogerie. Et sinon... c'est une vidéo sur YouTube. Complication, sans compromis, quelque chose comme ça, je crois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que où il raconte la création d'une montre. Exactement. Ça, c'est vraiment... j'aime beaucoup le personnage. Je me demande si on n'en avait pas parlé ensemble il y a 4 ans. C'est possible. On commence à oublier ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il fait, Philippe Dufour, aujourd'hui? Il continue à faire des montres? Il continue de faire des montres. Il aide des jeunes, il fait quoi? Il continue de faire des montres. Il y a le grand collectionneur, M. Sfer, qui s'est associé pour guider un peu sur la communication, le marketing, etc. Mais il continue de faire des montres. Et il y en a eu quand même ces 10 dernières années, des choses fantastiques. Dans les indépendants, ça s'est énormément développé. Il y a Red Sheppy que j'adore. Ça pourrait être la deuxième. Soit un chronomètre contemporain. Red Sheppy ou Acrivia? Red Shep. Ok. Je suis plus
sensible au style de Red Shape, c'est plus classique. Oui, mais c'est bien quand même le fait de proposer deux d'avoir deux marques, et surtout à des price range, dans des gammes de prix très différentes, un peu ce qu'a fait Hajime Asaoka avec Kurono Tokyo. Ça, c'est une bonne chose. Moi, j'aurais envie de dire là-dessus, parce que vraiment, je le pense, des gens comme Philippe Dufour, Beaver et d'autres, etc. Moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous aidiez les jeunes et que vous sortiez des choses où on peut accéder à votre génie créatif, à votre délire, à votre savoir-faire, à votre passion, en démocratisant les choses ou avec les millions que vous avez gagnés, monter des fonds d'investissement, aider les jeunes, etc. Tu vois, j'ai pas bien compris, et je pense que ce serait une belle conclusion en termes d'analyse, tu vois, l'initiative de Jean-Claude Beaver de sortir des montres aussi fantastiques soient-elles, en fait, j'en sais trop rien, mais je pense que quelqu'un de son aura, de son calibre, de sa position dans l'industrie, monte une école, finance des jeunes, met des ateliers, embarque un fonds d'investissement, et là tu peux lever énormément d'argent pour continuer à faire que les ateliers ne ferment pas, les anciens transfèrent leur savoir-faire, etc. Sortir une marque avec 5 montres qui se courent après à 500 000 balles, ok, c'est peut-être intéressant, mais je trouve qu'il y a mieux à faire. Non, et puis il y a un vrai manque d'horloger aujourd'hui. Parce que même si typiquement en France on a beaucoup d'écoles, et ben ça suffit pas pour former assez de main d'œuvre pour la demande qu'il y a aujourd'hui en horlogerie. Et oui, c'est pas simple, mais bon, il y a Morteau, il y a Fougères, il y a Rennes, il y a Paris où tu as fait tes études. C'est les 4 sols, je crois. Après, c'est la Suisse. Après, il y a la Suisse, exactement. Bon, après, il y en a aux États-Unis, etc. Mais c'est différent. Et puis, tu vois, j'étais à Besançon il y a quelques semaines pour les 24 heures du temps. Franchement, c'est intéressant. Si tu n'es jamais allé au musée du temps, il y a des moi, le truc qui m'a le plus marqué, il y en a 2. Je suis un grand fan de LIP. Et là, il y a vraiment tout un étage sur LIP, des tout débuts 1800 et quelques, jusqu'aux différentes liquidations qu'on écrit l'histoire de Besançon aussi, mais tu as toute une partie sur ce qu'a fait le roi, absolument fabuleux. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que jusqu'en 90, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, la montre la plus compliquée du monde, c'était le roi, avant que ça ne vienne Vacheron, puis Patek, puis Vacheron, puis ainsi de suite, etc. C'était la Leroy 01 qui était une montre de poche fabuleux, et le roi était un concurrent, un concurrent sérieux de Breguet. Voilà, qui essaye aujourd'hui de se relancer difficilement, et c'est là où il y a besoin de fonds. Exactement. Parce que c'est la tradition, et si on veut que ça continue, sinon tout ça va disparaître. Et il n'y aura pas toujours, je ne me souviens plus de son nom, celui qui avait caché et sécurisé Charles Vermeau. Charles Vermeau, les plans et les ébauches du El Primero. Un jour ou l'autre, tout ça, ça va finir, ça va être fondu, et puis on aura perdu et le savoir-faire et les machines. Charles-Adrien, merci beaucoup. Merci à toi. On essaye de se revoir avant 2028, parce que sinon... si on le fait tous les 4 ans... on se verra en saison 9, les amis. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Écoutez, l'été va se passer. On se retrouve mi-septembre pour le premier épisode de la saison 6. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? La date d'enregistrement a été calée. Je ne peux pas vous dire de quoi on parle, parce que sinon vous allez deviner, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un épisode no limite en termes de durée. Donc je suis en train de voir comment m'assurer que j'ai les batteries, potentiellement un épisode de plus d'1h30 qu'on avait fait avec Boris et sa glace chuteux. Honnêtement, ça peut taper les 2 heures. Absolument fantastique. On ne va pas forcément parler que d'horlogerie, mais c'est absolument fabuleux. Si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr, c'est assez simple, vous avez quelle montre, vous m'expliquez de quoi vous voulez parler, on trouve un moment pour se retrouver sur le canapé. Et puis surtout, si vous voulez que d'autres invités viennent sur la chaîne, mettez un commentaire, claquez un like, abonnez-vous, tu vois, t'es revenu, la passion, ça se partage. Vous voyez bien qu'on ne parle pas de fric et de futilité, c'est pas du tout le sujet. Et puis surtout, rendez-vous sur www.dailyshoes.com, la plateforme d'Avis Client, et là vous trouvez forcément votre bonheur avec quelqu'un qui vous parle de sa montre, c'est la sienne.
Et il vous dit pourquoi il l'aime et comment il l'aime. Ça peut vous donner des idées. Et peut-être que certains d'entre vous sont en train de se dire « Why not ?» Une Breguet Empire. Pourquoi pas? Why not? Allez, salut les amis, merci Adrien, ciao ciao. Merci.